Le village de Lag est en guerre constante contre les demi-humains répandus à travers ce monde. Un des soldats, Kai, s'allie à son ami Manso pour abattre l'un des monstres gorilles, mais même le pouvoir de l'amitié ne suffit pas à l'aider, car les compétences de combat de Kai sont absolument nulles. Maintenant, Kai est coincé, et il serait certainement mort ici, mais à la dernière seconde, le gorille est tué par Aura. Il a été désigné comme gardien du village et béni par le dieu de la terre, et à ce titre, il est le soldat le plus puissant de tous. Il est capable d'abattre les singes les uns après les autres sans effort, jusqu'à ce qu'il se retrouve finalement face au gardien gorille. C'est le gorille le plus puissant, donc si vous pensez que le vaincre serait un défi pour Aura, mais il parvient tout de même à le couper en deux en quelques secondes. Maintenant que tous les gorilles ont été vaincus, les soldats commencent à découper les corps des gorilles, et l'un des soldats remet à Aura une boule qui a une forme étrangement similaire à des noix de gorille. Aura boit le liquide à l'intérieur sans hésiter, et après avoir fait cela, il commence à briller d'une aura rouge. Heureusement, ces choses ne sont pas de vraies noix de gorille, ce sont des objets appelés pierres divines. Boire le liquide à l'intérieur est connu pour augmenter la force et le pouvoir spirituel d'une personne, donc il serait logique que tout le monde dans l'armée en boive au moins une pour devenir plus fort. Mais non, les règles stipulent qu'ils ne sont autorisés à en boire que de minuscules gouttes. Ils obtiennent tous leurs gouttes, et après avoir bu sa goutte de pierre divine, Kai sent déjà son pouvoir spirituel augmenter. Alors il demande à Manso s'il peut en avoir plus, mais malheureusement, il n'est qu'un simple soldat, donc il n'aura jamais la permission de boire une pierre divine entière. Les règles disent que presque toutes les pierres divines doivent être données à un porteur de gardien comme Aura, donc même si Aura est déjà fort, il doit devenir encore plus fort tandis que les autres soldats restent à des niveaux de puissance faibles, et personne ne voit rien de mal à ce système. Une fois que tout le monde est retourné au village, une grande célébration est organisée en l'honneur de leur victoire sur les singes. Mais même ici, la quantité de nourriture que chaque personne reçoit est déterminée par son statut, donc les personnes fortes et les enfants du chef obtiennent des tonnes de viande, tandis que les faibles comme Kai reçoivent une petite assiette de soupe variée. La soupe n'a pas vraiment mauvais goût, mais Kai aimerait aussi avoir de la bonne nourriture, mais cela n'arrivera jamais tant qu'il reste un soldat de bas niveau, alors il promet de s'entraîner et de devenir plus fort pour élever son statut. Immédiatement après le banquet, Kai sort et commence à s'entraîner aussi dur qu'il le peut, mais il est difficile pour lui de bien s'entraîner quand il n'a presque rien mangé de la journée. Il crie qu'il aimerait vraiment manger des boulettes de riz maintenant, et quelques instants plus tard, Manso apparaît et demande à Kai ce que sont les boulettes de riz. Kai dit qu'il n'est pas tout à fait sûr parce que le mot est juste apparu au hasard dans son cerveau un jour, mais il a le sentiment que les boulettes de riz seraient savoureuses. Il y a quelque chose dont Kai voulait parler, alors il montre la colline où le village enterre ses soldats tombés au combat, et cette colline en particulier est réservée à toutes les personnes qui avaient une famille. Elle est constamment visitée et entretenue par les familles des défunts, mais en revanche, la colline à côté est un véritable désastre. Elle est remplie des pierres tombales de personnes dont personne ne se souciait, donc personne ne se donne la peine de l'entretenir. Les orphelins comme lui sont destinés à être enterrés dans un endroit comme ça une fois morts, sans personne pour visiter leurs pierres tombales et sans preuve qu'ils aient jamais vécu dans le village. C'est pourquoi Kai veut devenir plus fort et survivre assez longtemps pour vivre une vie significative. Et pour cela, il n'a d'autre choix que de manger ses petites portions de nourriture et de s'entraîner plus dur que quiconque. Mais même cela ne suffirait pas à assurer sa survie, il aurait besoin d'une sorte de capacité spéciale pour lui donner un avantage sur le champ de bataille, mais il ne sait pas ce qu'il pourrait utiliser. Au même moment, dans le château, Aura et sa sœur José se rendent dans la chambre de leur père. Aura dit à José qu'elle n'a pas besoin de se préoccuper des rapports de guerre parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'elle se batte comme Aura. Malgré cela, elle lui dit qu'elle veut aussi défendre le village, mais Aura la rejette et dit qu'une fille de la famille du chef n'a pas besoin d'apprendre à se battre, et peu importe à quel point elle supplie, il ne l'autorisera pas. José trouve injuste qu'elle ne puisse pas se battre juste parce qu'elle est une fille. Comme pour enfoncer le clou, lorsqu'elle regarde par la fenêtre, elle voit Kai et Manso s'amuser et s'entraîner. Comme Manso est plus âgé et plus fort que Kai, il est bien meilleur en combat que lui, donc Kai ne peut pas faire grand-chose à part se défendre. Manso lui dit qu'il ne deviendra jamais plus fort s'il n'apprend pas à attaquer, alors Kai essaie d'attaquer, mais quand il le fait, il se laisse complètement ouvert, donc Manso parvient à le repousser, le faisant tomber au sol et se cogner la tête. En conséquence, Kai subit une grave commotion cérébrale, et il commence à voir des souvenirs de sa vie passée au Japon lui revenir en mémoire, et tandis que son esprit parcourt ses souvenirs, il se souvient distinctement du mot « magie ». Cependant, quand il reprend finalement conscience, il ne sait pas ce que signifie la magie parce que ce mot n'existe pas dans ce monde. Ce n'est pas la première fois que Kai voit des souvenirs inconnus, et apparemment, dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui voient des visions similaires, mais Kai ne pense pas que cela vaille la peine d'en parler à qui que ce soit. Certes, les souvenirs lui ont appris des choses comme les boulettes de riz et la magie, mais cette information est inutile pour lui ici, d'autant plus que la magie n'était qu'un conte de fées au Japon de toute façon.
Mais s'il pouvait d'une manière ou d'une autre utiliser la magie, il pourrait se montrer lors de leur prochaine bataille, et cela augmenterait certainement son statut. Pendant ce temps, dans le château, le chef vient de recevoir une lettre d'un des villages voisins, et il semble que l'autre village soit attaqué par des orques. Donc, conformément à l'accord d'alliance entre les deux villages, les gens de Binya sont tenus d'aller aider dès que possible. Le chef n'aime pas le fait qu'ils doivent envoyer les soldats au combat à nouveau, alors qu'ils ont à peine eu le temps de se reposer et de récupérer après la bataille contre les singes. Mais Ora lui dit que c'est le devoir d'un soldat d'être déployé et de mourir pour le village, donc ils n'ont pas le droit de se plaindre. Cependant, le chef lui rappelle que les soldats font aussi partie du village, donc il ne devrait pas les traiter comme des pions jetables. De retour dans la caserne, Kai a du mal à dormir parce qu'il ne peut pas chasser l'idée de la magie de son esprit. Manso sent que quelque chose le tracasse, alors il lui demande ce qui ne va pas. Kai lui dit que ce n'est pas grave, mais qu'il a rêvé de pouvoir créer du feu à partir de rien, aussi étrange que cela puisse paraître. Il s'attendait à ce que Manso lui dise qu'il a l'air stupide, mais étonnamment, Manso dit avoir déjà entendu parler de quelque chose de similaire. On lui a raconté une fois l'histoire d'un voyageur étrange qui est venu au village. L'homme voulait allumer un feu mais n'avait pas d'amadou sur lui, et normalement, il serait impossible de faire un feu sans équipement, mais l'homme a simplement levé son doigt et a créé une flamme à partir de rien. Kai est surpris d'entendre qu'il y a en fait un récit de quelqu'un utilisant la magie, mais Manso lui rappelle qu'il ne l'a entendu que dans une vieille histoire, donc il n'y a aucune garantie que ce soit vrai. Malgré cela, entendre cette histoire a motivé Kai à essayer d'apprendre à utiliser la magie, alors le lendemain, il sort et trouve un endroit isolé pour commencer à s'entraîner. Il ne sait toujours pas comment fonctionne la magie, mais d'après ce dont il se souvient, la magie nécessite une sorte d'énergie mystérieuse, et la chose la plus proche à laquelle Kai peut penser serait l'énergie spirituelle, alors il essaie de l'utiliser. Il tend son doigt et ordonne à son énergie spirituelle de sortir sous forme de feu, mais ce n'est pas si facile. Il réalise qu'il doit probablement rassembler son énergie spirituelle, alors il commence à essayer de la faire circuler à travers ses pierres divines, mais rien ne se passe, peu importe ses efforts. Pendant ce temps, des orques ont été repérés juste à l'extérieur du village voisin, et ils ont déjà tué une douzaine de soldats, donc les autres soldats se rassemblent pour riposter. Les soldats attendent à l'extérieur de la forêt pour voir si les orques sont toujours là, et dès qu'ils les repèrent, ils chargent. Les orques commencent aussi à attaquer, mais Manso parvient à en poignarder un à travers le cœur immédiatement. Kai décide de se précipiter en avant pour obtenir une victime aussi, mais alors l'un des orques lui lance un cadavre, et cela coince Kai contre un arbre. L'orque s'approche alors de lui, et il est sur le point de tuer Kai, mais avant qu'il ne le fasse, il est touché par plusieurs flèches et achevé par Manso. Manso crie sur Kai pour avoir couru en avant tout seul et lui dit de retourner dans la formation, mais il semble que Kai se soit blessé à la jambe quand il a été touché, donc il ne peut plus marcher tout seul. Pendant ce temps, Ora décime les orques, et une fois qu'il réalise qu'il est bien trop fort pour eux, ils commencent tous à battre en retraite, et Ora refuse de les laisser s'échapper, donc il abandonne tous les autres soldats et poursuit les orques. Cela laisse les autres soldats se débrouiller avec les orques restants, et vu la difficulté qu'ils ont à combattre les orques seuls, les soldats sont cuits. Le chef d'escouade ordonne à tous les soldats de courir et de se disperser pour que la plupart d'entre eux puissent survivre, mais avec la jambe blessée de Kai, lui et Manso n'ont aucune chance d'échapper à l'orque. Kai ne veut pas entraîner son ami dans sa chute, alors il arrête Manso et lui dit de partir sans lui. Manso ne veut pas abandonner Kai, mais il sait qu'il n'a pas le choix, alors il s'excuse et promet de visiter sa tombe. Manso s'enfuit alors dans une direction, et Kai boitille dans l'autre. Il sait qu'il est complètement surpassé, mais il refuse d'abandonner sa vie, alors quand il entend l'orque s'approcher, il essaie de lancer un sort de feu pour se défendre, mais cela ne fonctionne toujours pas. Quelques instants plus tard, l'orque lance sa lame sur Kai, et elle frappe son épaule, le blessant gravement. Mais du bon côté, cette expérience de mort imminente fait jaillir des étincelles des doigts de Kai, donc peut-être qu'il peut vraiment utiliser la magie. Mais il pourrait ne pas vivre assez longtemps pour le découvrir, parce que l'orque sort des buissons et commence à l'étrangler. C'est alors que Kai remarque les étincelles venant de son doigt, et il réalise ce que cela signifie. Alors il pointe sa main vers le visage de l'orque, et avec toute la volonté qui lui reste, invoque des flammes pour le brûler à mort. L'orque crie de douleur, et Kai parvient à se libérer de son emprise en conséquence. L'orque finit par s'effondrer à cause de tous les dégâts subis, et Kai est fier d'avoir enfin vaincu un monstre par lui-même, mais il y a un problème. Sa main est toujours en feu. Il commence à essayer frénétiquement d'éteindre les flammes, mais quelques instants plus tard, il commence à s'évanouir parce que le feu utilise toute son énergie spirituelle. S'il ne l'arrête pas bientôt, il va mourir d'épuisement d'énergie spirituelle, donc il doit trouver une solution rapidement. Tout ce qu'il a à faire, c'est imaginer son énergie spirituelle comme un barrage qu'il a ouvert quand il a utilisé la magie de feu. Donc, pour arrêter le feu, il doit juste rester calme et fermer le barrage, mais c'est vraiment difficile pour lui de rester calme parce que l'orque est toujours en vie et s'approche de lui.
Kai parvient finalement à arrêter le flux de son énergie spirituelle, mais l'orque est déjà arrivé à lui et peut encore à peine bouger, donc il le ramasse et commence à marcher. Cependant, il ne l'a pas encore tué, donc Kai comprend que l'orque doit être aveuglé par tout le feu qu'il a reçu en pleine face, et il ne réalise pas que Kai est toujours en vie. Kai ne veut pas mourir, mais il sait qu'il n'a aucune chance de survivre dans l'état actuel de son corps, donc il veut au moins emmener l'orque avec lui. Alors que l'orque marche près d'une falaise, Kai lui tranche la poitrine, et tous les deux tombent dans la rivière en contrebas. Kai parvient miraculeusement à survivre à la chute et se traîne hors de l'eau avec son couteau, mais il est toujours dangereusement faible en énergie spirituelle, il doit donc agir rapidement s'il veut survivre. Il aperçoit le corps de l'orque à proximité, et cette fois, il est définitivement mort, alors il utilise son couteau pour l'ouvrir et en extraire la Godstone. Boire le liquide de la Godstone devrait l'aider à retrouver son énergie spirituelle, alors Kai n'hésite pas et avale le tout. Alors que l'énergie spirituelle commence à circuler en lui, Kai commence déjà à se sentir mieux, alors il s'allonge près d'un arbre pour se reposer. Maintenant qu'il a un moment pour y réfléchir, il réalise que c'est la première fois qu'il boit une Godstone entière. Son énergie spirituelle ne sera plus un problème. Cependant, la blessure à son épaule saigne abondamment, alors il est convaincu qu'il va quand même mourir ici. Mais du bon côté, au moins il pourra mourir en regardant un si beau coucher de soleil. De retour au village, tous les soldats sont rentrés du combat et se préparent à célébrer leur victoire sur les orques, mais Manso n'est pas de bonne humeur. Un autre soldat voit Manso l'air déprimé et lui dit de simplement être heureux. C'est alors qu'il remarque que Kai n'est pas là, ce qui est étrange car Manso et Kai sont toujours ensemble. Cela prend quelques secondes, mais il finit par comprendre, Kai doit être mort. Au lieu de réconforter Manso, il lui dit de passer à autre chose, car Kai ne valait de toute façon rien. Kai passe la nuit inconscient sous l'arbre, et à son réveil le matin, il est surpris de constater qu'il n'est finalement pas mort. En fait, il se sent mieux que jamais, sa jambe cassée est guérie, et la coupure à son épaule s'est également refermée. Il est content de la tournure des événements, mais aussi un peu confus, car boire une Godstone ne devrait pas suffire à guérir des blessures aussi graves en une nuit. Kai pense que cela pourrait avoir un lien avec le mur derrière lui, alors il regarde et réalise que c'est une pierre couverte d'inscriptions. Il essaie de les lire, mais trop de lierre gêne sa vue, alors Kai utilise sa magie de feu pour tout brûler. Cependant, sa puissance est bien plus forte qu'avant, et Kai est projeté à travers la vallée. En se relevant, il regarde son reflet dans l'eau et est choqué de voir un crest divin sur son visage. Il sait que c'est le signe d'un gardien biraire, mais quelques instants plus tard, les tatous disparaissent, alors il pense avoir imaginé des choses. Il retourne à la pierre pour examiner les inscriptions de plus près, mais ces mots sont dans une langue qu'il ne comprend pas, alors il abandonne et prépare son retour au village. Il trouve une paroi rocheuse qui semble escaladable et commence à grimper, mais pendant une fraction de seconde, son crest divin réapparaît, et il écrase accidentellement la pierre qu'il tenait. Il retombe dans la vallée et pense d'abord que la pierre était fragile, mais lorsqu'il en saisit une autre, il la brise tout aussi facilement. Il réalise qu'il a dû recevoir un énorme coup de boost en buvant la Godstone, et Kai en est ravi. Mais alors qu'il célèbre sa nouvelle force, il entend une voix lui ordonnant de partir. Ne voulant pas savoir d'où elle vient, il escalade la falaise à toute vitesse. Une fois en haut, il est stupéfait de la facilité avec laquelle il a réussi, et il est encore plus excité par sa nouvelle force. Mais il se demande si c'est vraiment le pouvoir de la protection divine. Le crest divin, symbole d'un gardien biraire, est censé être accordé par les dieux terrestres, mais Kai ne se souvient pas avoir reçu de pouvoir d'un dieu. Cela a peut-être eu lieu pendant son inconscience, mais en attendant d'en savoir plus, il ferait mieux de garder cela secret vis-à-vis des autres villageois. De retour au village, Manso vient de finir de creuser une tombe pour Kai, quand ce dernier arrive comme si de rien n'était. Manso est ravi de revoir Kai, et les choses reviennent rapidement à la normale, Kai reprenant ses tâches habituelles, sauf que cette fois, il excelle. Il ne devait labourer qu'une petite partie du champ, mais sans s'en rendre compte, il a tout labouré, et à peine essoufflé. Kai panique un instant, craignant que son crest divin ne soit visible, mais après s'être regardé dans l'eau, il se rassure, son secret est toujours bien gardé. Le crest n'apparaît probablement que lorsqu'il se donne à fond, donc tant qu'il ne travaille pas trop dur, tout ira bien. Les autres lui demandent si quelque chose s'est passé, car il semble bien plus fort qu'avant. Ne trouvant pas d'excuses, Kai admet avoir bu la Godstone de l'orque qui l'a tué. Les autres sont choqués, car les simples soldats comme eux n'ont pas le droit de boire des Godstones entières, mais comme Kai était blessé et sur le point de mourir, il n'avait pas le choix. En fait, sur le chemin du retour, il a dû boire les Godstones d'une quarantaine d'orques rencontrés sur le champ de bataille, alors les autres comprennent maintenant sa force, et Manso le félicite d'être revenu vivant. Pendant ce temps, une villageoise, Elsa, passe beaucoup de temps à observer Kai, et ses amis la taquinent à ce sujet. Parallèlement, la princesse José se rend à l'entrepôt pour rencontrer l'inventoriste.
Il lui annonce avoir fini de préparer les offrandes funéraires, elle peut donc partir nettoyer la tombe quand elle le souhaite. Tôt le lendemain matin, Kai s'entraîne avec sa magie de feu, bien plus puissante que la dernière fois. José s'approche et lui demande de s'expliquer, car il a l'air suspect. Kai ne peut désobéir à un ordre direct de la princesse, alors il lui parle de son pouvoir. José n'est pas très surprise, ayant déjà entendu parler de capacités similaires, bien que leurs utilisateurs soient généralement issus de familles spéciales ou des moines. Kai est donc un cas rare, d'autant qu'il ne semble pas fatigué malgré l'énergie spirituelle dépensée. José se souvient d'une rumeur selon laquelle Kai est soudainement devenu plus fort après avoir mangé plusieurs Godstone, il doit donc avoir une réserve d'énergie spirituelle plus importante que la moyenne. Elle lui demande de s'entraîner avec elle, et il n'a pas le droit de refuser. Quelques minutes plus tard, ils combattent avec des lances d'entraînement. Kai est bien plus fort qu'avant, mais José est une gardiambiraire, il ne peut la surpasser sans forcer. Mais il ne veut pas non plus révéler accidentellement son crest divin en essayant trop fort, alors il reste prudent. À la fin du duel, Kai va chercher de l'eau au puits et est surpris d'avoir survécu à l'entraînement aussi facilement, alors qu'il se retenait pour cacher son crest. Cela signifie qu'il est si puissant que même une gardiambiraire comme José n'aurait aucune chance contre lui à pleine puissance. José lui demande alors de lui apporter de l'eau, et Kai s'exécute. Pendant qu'elle se lave le visage, il lui demande si tous les gardiambéreurs sont également forts. José lui explique qu'elle est l'une des plus faibles, car son père et son frère sont bien plus puissants. La force d'un gardiambiraire dépend de la protection de leur dieu terrestre, mais ils doivent aussi s'entraîner pour devenir plus forts, et en matière d'entraînement, José est très négligente. Techniquement, elle n'a pas besoin de s'entraîner, car les femmes ne sont pas obligées de combattre dans ce village. Cependant, en tant que gardiambiraire, elle a le devoir de protéger les villageois au combat, elle doit donc se renforcer. De plus, le rôle d'un gardiambiraire ne se limite pas à gagner des batailles. Kai est perplexe, mais avant qu'il ne puisse demander des explications, un coq lance son chant matinal, et José n'est pas censée être là, elle doit rentrer au château avant d'être vue. Avant de partir, Kai lui demande de clarifier son propos sur les gardiambéreurs. Elle s'est attachée à Kai et aimerait lui expliquer, mais c'est contre les règles. À la place, elle lui propose de l'accompagner lors de sa mission mensuelle de nettoyage de tombes. Son dieu terrestre étant chassé dans le village d'Ita, elle fera les arrangements nécessaires pour que Kai puisse venir, et là-bas, elle pourra tout lui expliquer. Kai accepte, et quelques jours plus tard, José, accompagné de Kai et d'autres soldats, se rend au village. Ils ont pour mission de protéger José au cas où, car cet endroit est un territoire de singes. Mais les soldats trouvent étrange d'avoir été choisis au hasard pour escorter José, alors qu'une autre escouade s'en charge habituellement. L'un d'eux a entendu une rumeur. José a personnellement demandé que Kai l'accompagne, d'où la présence de toute l'unité. Il demande à Kai si c'est vrai, et Kai s'apprête à confirmer, mais Manso l'interrompt, affirmant que la princesse ne sait même pas qui il est. Finalement, ils arrivent au village, et à la surprise de Kai, ce n'est qu'un tas de ruines. Le village a été envahi par des monstres il y a des années, et les villageois ont dû l'abandonner. Mais une tombe subsiste, et ils doivent l'entretenir au nom du dieu terrestre, bien que le pouvoir de ce dernier est tellement faibli que la terre est désormais stérile. José arrive alors et annonce vouloir explorer les alentours, avec un garde pour l'accompagner. Un soldat se propose immédiatement, mais elle choisit Kai. Ils se promènent dans le village, et lorsqu'ils atteignent un petit jardin fleuri, José s'agenouille et prie. Kai veut demander ce qu'elle fait, mais elle a besoin de silence absolu et lui ordonne de se taire. Une aura rouge s'échappe soudain de son corps et se répand sur les fleurs. Une fois terminée, elle explique qu'elle priait pour que la grâce du dieu terrestre s'y rassemble. C'est une tâche réservée aux gardiambéreurs liés à un dieu terrestre, mais comme ce village est abandonné, l'esprit de son dieu s'est affaibli, ce qui explique en partie sa faiblesse comparée à son frère et son père. Alors que le village de Lag produit d'excellentes récoltes grâce à la force de son père, elle peine à maintenir ce petit jardin. Pour cette raison, le père de José n'a jamais négligé son entraînement. S'il faiblissait, ce serait la fin du village de Lag. Bien que les dieux terrestres accordent leur pouvoir aux gardiambéreurs, celui-ci dépend de la force individuelle, d'où la nécessité de s'entraîner et de boire des Godstone. Kai et José rejoignent le groupe, et il est temps de nettoyer la tombe. Ils descendent dans les ruines, tandis que quelques soldats montent la garde. Pendant le nettoyage, Kai examine la tombe et réalise qu'elle ressemble à la pierre de la vallée. En touchant les inscriptions, les mots se traduisent automatiquement dans sa tête. L'inscription mentionne le nom du dieu terrestre auquel la tombe appartient. Kai fait le tour pour lire la suite, mais cette partie lui est incompréhensible. Il reconnaît des mots isolés comme « empilé » et « temple », mais ils ne forment pas une phrase cohérente. José remarque que Kai marmonne et lui demande si tout va bien. Kai s'apprête à répondre, mais est distrait par son décolleté et détourne les yeux. Soudain,
des soldats arrivent en avertissant tout le monde, un groupe de singes approche. Ils se précipitent dehors et cachent la tombe, mais les singes arrivent avant qu'ils ne puissent partir. Le capitaine ordonne à Kai et Manso d'escorter José, tandis que les autres les retiennent. Cependant, pendant leur fuite, 2 singes les interceptent, et Manso engage le combat. Cependant, le singe piétine le jardin de fleurs que José s'est efforcé de protéger. Dans un accès de rage, elle se précipite et déclare qu'elle le tuera pour ce qu'il a fait. Le singe est d'abord intimidé lorsqu'il voit les tatouages de José, mais elle n'a pratiquement aucune expérience du combat et tremble de peur. Lorsque le singe se rend compte qu'elle est novice, il tente de la tuer, mais Kai s'interpose et lui assène un coup de couteau au niveau de la poitrine. Kai repère ensuite le 2e singe qui attaque le groupe de Manso. Il saisit alors la hache qui se trouve sur le sol et l'utilise pour frapper le 2e singe à l'épaule avant de sauter en l'air et de le poignarder à la tête. Tout le monde est choqué que Kai ait pu abattre les singes aussi facilement, mais José est particulièrement choquée car, pendant une fraction de seconde, elle a vu les tatouages du porteur de gardien sur le visage de Kai. Après être retourné au village de Lag, José se fait gronder par Ora parce qu'il a appris qu'elle avait failli se tuer en sautant dans la bataille. Il crie que c'est exactement pour ça qu'il n'approuve pas qu'elle se batte aux côtés des soldats, mais Moloch le calme. La chose la plus importante est que José est en sécurité, mais pour l'instant, il pense qu'il devrait se concentrer sur l'augmentation des patrouilles autour de la zone, puisque l'inspecteur arrivera bientôt. Ora est d'accord et part informer les soldats du nouveau planning de patrouille, et une fois qu'il est parti, José s'excuse auprès de son père pour avoir causé autant de problèmes. Cependant, Moloch n'est pas en colère, il a déjà entendu toute l'histoire, y compris la partie où Kai a tué 2 singes à lui tout seul, donc il est impatient de voir ce que Kai fera à l'avenir. Pendant ce temps, Kai est en train de faire quelques corvées quand il est attrapé par quelques-uns de ses amis. Il le taquine parce que tout le monde appelle Kai un héros pour avoir sauvé José pendant l'expédition vers le village d'Eda, et il y a des rumeurs comme quoi Kai et José se sont vraiment rapprochés là-bas. Quelques filles voient ça et pensent que les garçons sont encore en train de s'amuser, mais Elsa ne peut pas détacher ses yeux de Kai, alors les autres comprennent qu'elle doit vraiment l'aimer. Elles la taquinent à ce sujet et la préviennent que si elle ne va pas lui parler bientôt, quelqu'un d'autre va lui voler Kai. Et il semble qu'elles avaient raison parce que quelques minutes plus tard, José approche Kai et dit qu'elle aimerait lui parler en privé. Kai accepte de lui parler, même s'il ne sait pas de quoi il s'agit, alors tous les deux s'engagent dans une ruelle. D'abord, José veut remercier Kai officiellement pour lui avoir sauvé la vie à Eda. Cependant, elle aurait juré avoir vu un sceau divin sur le visage de Kai pendant qu'il combattait les singes, mais après avoir regardé Kai de près, elle est convaincue qu'elle hallucinait parce que, quelles sont les chances que Kai soit devenu un porteur de gardien par hasard de toute façon. Son échec au combat lui a fait réaliser à quel point elle est faible, alors elle prévoit de se consacrer à l'entraînement autant que possible pour devenir plus forte, et elle s'attend à ce que Kai l'accompagne tous les matins à partir de maintenant. Kai ne veut pas être entraîné dans l'entraînement de José, mais il ne peut pas refuser ses demandes, alors il accepte de s'entraîner avec elle le matin. Pendant tout ce temps, les amis de Kai l'ont espionné depuis derrière un arbre bien trop petit pour les cacher, et ils n'ont aucune idée de ce dont Kai et José parlent, mais ils sont vraiment jaloux que Kai puisse passer du temps avec elle. Plus tard dans la journée, Kai continue ses activités et commence à couper du bois quand soudain Elsa arrive avec un bol d'eau. Kai lui demande si l'eau est pour lui, alors Elsa explique qu'elle pensait qu'il pourrait avoir un peu soif après tout ce travail. Kai est reconnaissant puisqu'il a vraiment soif, alors il la remercie d'être si attentionné. Juste à ce moment, une des amies d'Elsa arrive et lui dit de se dépêcher parce qu'elles ont encore du travail à faire. Kai pense juste qu'elle était gentille, mais Manso sait ce qu'Elsa essaie de faire, alors il dit à Kai qu'il a de la chance. Juste alors, Kai entend un étrange cri d'oiseau au loin, et il le reconnaît comme étant le même que dans la vallée, mais il ne sait pas pourquoi il l'entend ici. Plus tard dans la nuit, Kai essaie de dormir, mais il continue d'entendre ce cri d'oiseau, alors il sort du lit et décide de le suivre. Il y a un énorme mur autour du village, mais avec la force actuelle de Kai, il est facilement capable de le sauter d'un bond. Il passe ensuite de 0 à 60 en une demi-seconde et court jusqu'à la vallée, où tout a commencé. Une fois arrivé à l'arbre, il aperçoit à nouveau la tablette de pierre, et maintenant qu'il sait que c'est une tombe divine, il essaie de la lire, mais pour une raison quelconque, il n'y arrive pas. Malgré tout, il remercie le Dieu de l'avoir sauvé et passe le reste de la nuit à nettoyer diligemment la pierre. Il laisse même une petite offrande avant de retourner au village de Lad. Mais en chemin, il a un peu faim, alors il boit de l'eau de la rivière et cueille quelques fruits d'un arbre. Il est émerveillé par la quantité de nourriture qu'il peut obtenir dans la forêt, alors il souhaite pouvoir vivre ici, et une excellente idée lui vient à l'esprit. Il pourrait juste se construire une maison ici. Mais pour faire une maison, il va devoir couper du bois, alors il escalade une falaise voisine et trouve un grand arbre ligneux à abattre. Bien que maintenant qu'il est près de lui, il ne sait pas comment il va le couper. Il a sa dague avec lui, mais une dague ne sera pas assez solide pour couper un arbre aussi gros. À la place,
Kai utilise sa magie du feu et augmente la puissance pour former quelque chose comme une lame de feu sur sa main, mais bien que cela ait pu fonctionner pour du métal, l'arbre est en bois, alors Kai déclenche accidentellement un incendie de forêt. Heureusement, il a réussi à éteindre le feu avant qu'un dieu du contrôle n'intervienne, mais il doit encore penser à un moyen d'abattre cet arbre. Il a pu créer du feu à partir de rien, alors il devrait pouvoir penser à quelque chose pour couper un arbre, et soudain, un souvenir de ses cours de chimie au lycée lui revient en mémoire, et Kai a dû être attentif en classe dans sa vie passée parce qu'il se souvient maintenant de tout ce qu'il y a à savoir sur les structures moléculaires. Maintenant il sait que s'il veut abattre l'arbre, il a juste besoin de trouver un moyen de briser les liens entre les molécules, alors il pose sa main contre l'arbre et commence à essayer de manifester son énergie spirituelle d'une manière qui lui permettra de couper l'arbre. Cependant, avant qu'il ne réussisse, il entend quelque chose bouger à proximité, et ça vient de la direction de la vallée, alors il décide d'aller vérifier. Et en regardant à nouveau l'arbre, on voit que Kai a vraiment réussi à séparer les molécules de l'arbre. Une fois que Kai arrive à la vallée, il trouve un groupe d'enfants avec des équipements d'escalade qui semblent sur le point de descendre dans la vallée. Kai ne sait pas quelles sont leurs intentions, mais c'est son devoir de protéger cette vallée, alors il saute en bas, tout prêt à frapper quelques enfants. Mais à sa surprise, une fois qu'il se rapproche un peu, il réalise que ces gens ne sont pas des enfants, ils sont juste petits. Leur chef s'avance et se présente comme Porik, le chef du peuple Koror. Kai n'a jamais entendu parler des Koror auparavant, et il trouve étrange que leur chef parle couramment la langue humaine. Il explique que lui et son peuple ont eu quelques interactions avec des marchands humains auparavant, et apparemment, les humains considèrent leurs marchandises comme étant de haute qualité, mais ce n'est pas important maintenant. Porik veut s'excuser d'être venu ici sans permission. Il explique qu'ils sont ici pour remplir un ancien accord qu'ils ont avec le grand dieu de la vallée qui réside ici. Et d'après ce qu'ils savent, le dieu de la vallée ressemble à un humain, alors ils croient que Kai est le dieu de la vallée. Porik continue en expliquant que les Koror ont vécu tranquillement dans ces bois pendant des générations tout en vénérant les dieux de la terre, mais il y a quelques jours, les orques les ont attaqués pour essayer de prendre leur dieu de la terre. Les Koror sont vraiment faibles, alors ils n'avaient aucune chance de gagner et ont été forcés de fuir leur maison. Porik s'adresse à Kai comme un dieu de l'arbitrage ancien et demande son aide pour reconquérir leur foyer. Kai a du mal à digérer tout ça, mais d'abord, il veut savoir ce qu'est un dieu de l'arbitrage. Porik explique que les légendes disent qu'un dieu de l'arbitrage est celui qui a reçu le pouvoir de toute la création pour protéger les créatures de la forêt, mais Kai a du mal à croire que la légende parle de lui. Juste à ce moment, un des Koror prend la parole et dit qu'il ne croit pas que Kai soit un dieu de l'arbitrage parce que les légendes disent qu'un dieu de l'arbitrage devrait être un guerrier féroce qui punit ceux qui perturbent la paix de leur terre, et Kai n'a pas l'air féroce du tout. Cependant, Porik dit qu'il est absolument certain que Kai est le dieu de l'arbitrage parce qu'il peut le voir, clair comme le jour, figurativement. Il y a des années, Porik a une fois encouru la colère du dieu de la vallée en entrant dans cette vallée sans permission, et comme punition, le dieu de la vallée a pris ses 2 yeux, mais en échange, Porik a gagné la capacité de voir l'énergie spirituelle du monde autour de lui. Et quand il regarde Kai, il peut voir l'énergie du dieu de la vallée couler à travers lui, alors il doit avoir reçu la protection du dieu de la vallée, et en plus, ils ont déjà offert un sacrifice, alors Kai doit les aider. Kai est confus par la mention d'un sacrifice. Alors Porik explique qu'aujourd'hui plus tôt, il a sacrifié sa petite fille, Alu, à la vallée. Kai panique et leur demande de lui montrer où ils ont laissé Alu, alors ils le conduisent à la corde qu'Alu a utilisée pour descendre dans la vallée, mais cette corde s'est rompue il y a un moment, alors elle a probablement senti son destin. Kai saute dans la vallée et trouve le corps d'Alu au fond, et heureusement, elle est toujours en vie, mais elle saigne aussi beaucoup, alors elle ne tiendra pas beaucoup plus longtemps. Kai se souvient comment ses blessures ont guéri quand il a trouvé cet endroit pour la première fois, alors il essaie de faire la même chose en utilisant la magie. Tout ce qu'il a à faire est d'imaginer les blessures en train de guérir, et en faisant ça, il est capable de visualiser les tissus du corps d'Alu. Kai n'avait aucune connaissance préalable en biologie, mais il sait maintenant que la mitochondrie est la centrale de la cellule, et avec cette précieuse connaissance, il est capable de guérir les blessures d'Alu. Kai est honnêtement surpris que ça ait marché, mais il semble qu'Alu va devoir se reposer un moment avant de pouvoir se relever. Pendant ce temps, Kai entend une agitation au sommet de la vallée, et il réalise que les orques attaquent. Les Koror sont pratiquement sans défense contre les orques massifs, alors ils ne peuvent pas faire grand-chose, mais soudain, Kai arrive et les sauve en poignardant un des orques à travers la poitrine. Pendant son absence, quelques Koror ont déjà été tués, et le coupable est le chef orc. Le chef orc affiche son sceau divin pour essayer d'intimider Kai, mais son couperet est encore trempé dans le sang des Koror qu'il a tués, alors il n'y a aucun moyen que Kai recule avant d'avoir eu sa revanche, et il n'est pas le seul à être outré parce qu'il commence à entendre une voix dans sa tête lui disant de tuer l'orc et d'instiller la peur dans son cœur avant qu'il ne meure. Kai réalise que la voix vient du dieu de la vallée, et en tant que porteur du gardien du dieu de la vallée, il est prêt à exécuter sa volonté, mais avant que Kai ne commence à se battre, Porik s'avance et dit qu'il assistera.
Il n'est peut-être pas aussi puissant que Kai, mais il est aussi un porteur de gardien, alors il peut se débrouiller dans un combat. Kai apprécie l'aide supplémentaire parce que ça rendra les choses beaucoup plus faciles, et juste pour que les orques sachent à quoi ils ont affaire, Kai se retourne vers eux et active aussi son sceau divin. La confiance sur le visage des orques disparaît quand ils réalisent qu'ils doivent maintenant affronter 2 porteurs de gardiens, mais leur chef les force encore à attaquer, alors ils chargent, et les 2 sont immédiatement tués par Kai. Un des orques essaie de s'approcher furtivement de Kai pendant qu'il est distrait, mais Porik se précipite et le tue pour le protéger. Kai le remercie pour l'aide, mais s'occuper des orques plus faibles est tout ce que Porik peut gérer, alors il dit à Kai qu'il va devoir combattre l'orque porteur de gardien tout seul. Kai ramasse un coup près et commence à marcher lentement vers le dernier orque. L'orque réalise qu'il est foutu, alors il essaie d'utiliser le Talk no Jutsu. Celui-ci sait parler la langue humaine, alors il dit à Kai qu'il n'a pas besoin de se battre parce que l'orque ne voulait attaquer que les Korors. Il dit qu'il ne voulait pas offenser Kai. Normalement, Kai ne serait pas si en colère, mais non seulement les orques ont tué un tas de Korors, ils l'ont aussi fait dans la vallée de Kai. L'orque voit l'énergie spirituelle bleue d'un dieu émaner du corps de Kai, alors il commence à supplier pitié, mais Kai n'a aucune pitié à donner, alors l'orque l'attaque dans une tentative désespérée de survie. Cependant, Kai lui coupe le bras avec sa lame d'énergie et poignarde l'orque à travers la poitrine pour sortir sa pierre divine. Alors que Porik regarde ça se produire, il est plus certain que jamais qu'il regarde le même dieu qui lui a pris les yeux, un dieu qui a veillé sur le monde depuis avant l'âge des dieux, l'arbitre. C'est la première fois que Kai tue un porteur de gardien, et Porik explique que quand on boit la pierre divine d'un porteur de gardien, on peut hériter du pouvoir du porteur de gardien décédé. C'est bien plus puissant qu'une pierre divine normale, alors ça devrait lui donner un énorme boost de puissance. Kai coupe la pierre divine en 2, mais avant de la boire, il en offre une portion à Porik. Porik demande à Kai s'il est sûr de ça, mais Kai dit que Porik l'a mérité quand il a aidé à combattre les orques. Porik finit par accepter et le remercie pour sa générosité. Ils boivent ensuite la pierre divine, et Porik tombe à genoux un moment parce que la pierre divine du porteur de gardien a plus d'effet qu'il ne l'avait anticipé. Kai semble aller bien au début, mais une seconde plus tard, il tombe au sol dans l'agonie. Les Korors se rassemblent et demandent à Kai s'il va bien, mais il leur dit qu'il a juste besoin de se reposer un peu, alors il retourne dans la vallée et les prévient de ne pas le déranger ou de mettre les pieds dans la vallée sans sa permission. Pendant que Kai se repose, il fait un cauchemar de son enfance dans ce monde. Son village d'origine a été brûlé par un groupe de singes, le forçant à fuir et à chercher refuge à Lag. Le lendemain matin, Kai se réveille, et il est surpris de se trouver couvert par une couverture, et il est encore plus surpris quand il réalise qu'Alu dort à côté de lui. Il panique et demande à Alu ce qu'elle fait, alors elle explique qu'elle ne voulait pas que Kai attrape froid, alors elle le gardait au chaud. Kai l'a peut-être sauvée, mais elle a quand même été envoyée ici comme offrande, alors elle est déterminée à passer le reste de sa vie à servir Kai du mieux qu'elle peut. Kai lui dit qu'il n'a pas besoin d'une servante, alors elle devrait juste rentrer chez elle, mais elle lui dit qu'elle ne peut pas faire ça. Porik lui a dit que si elle ne remplissait pas son rôle d'offrande, alors un grand malheur s'abattrait sur tous les torts, alors elle refuse de partir. Kai commence à essayer de la convaincre de rentrer chez elle, mais ensuite il réalise que le soleil est levé, alors il doit retourner au village de Lag avant que quelqu'un ne remarque qu'il est parti. Kai saute sur le côté de la vallée, mais il est choqué de voir le reste des Korors toujours là à l'attendre. Il pensait qu'ils seraient partis maintenant, mais bien que Porik soit reconnaissant que Kai les ait sauvés des orques, ils n'ont vraiment nulle part où aller, et puisque leur ancien village a été détruit, ils espéraient que Kai les laisserait vivre ici et se consacrer aux dieux de la vallée. Kai se sent un peu mal pour eux, alors il accepte de les laisser vivre sur les terres entourant la vallée. Cependant, il leur interdit d'entrer dans la vallée sans sa permission. Il se prépare ensuite à retourner à Lag, mais avant de partir, Kororu a quelque chose d'important à lui dire. Un peu plus tard, Kai retourne à Lag, mais dès qu'il arrive, il doit faire face à une José contrariée parce qu'il est en retard pour leur session d'entraînement matinale. Elle lui demande ce qui a pris autant de temps, mais Kai ne peut pas lui dire qu'il a quitté le village pour visiter sa vallée, alors il dit juste qu'il a trop dormi. Un peu plus tard, le chef approche quelques amis de Kai et leur demande s'ils savent où il est. Manso lui dit que Kai est assigné au devoir de la maison de stockage aujourd'hui, alors il devrait être près du château, et une fois que Moloch le trouve, il défie Kai en duel. Après avoir entendu parler de la performance de Kai quand il a protégé José, Moloch veut voir par lui-même à quel point Kai est fort. Mais bien sûr, ce n'est qu'un combat amical simulé, alors il dit à Kai qu'il n'a pas à s'inquiéter de se faire tuer. Kai est soulagé que ce ne soit pas un combat à mort, mais compte tenu de ce que Porik lui a dit, il va devoir faire attention. Il a dit que Kai devrait garder son statut de porteur de gardien caché pour l'instant, puisque ça ne fait pas longtemps qu'il a acquis son pouvoir, il sera une cible facile jusqu'à ce qu'il le maîtrise. Ça veut dire que Kai doit cacher son sceau divin à tout prix, alors il doit se retenir contre Moloch, même s'il est plus faible. Moloch fait le premier mouvement, alors Kai saute sur le côté et commence à esquiver toutes les attaques, mais il est vraiment énervé,
alors son sceau divin est visible. Kai réussit à se calmer pour faire disparaître le sceau divin, mais il doit encore combattre Moloch, alors il charge en avant et le frappe avec la lance. Malheureusement, Moloch est tellement musclé que la lance se brise quand Kai essaie de le frapper, alors maintenant Kai est forcé de combattre à main nue. Et à l'honneur de Kai, il n'abandonne pas, mais comme l'homme numéro 1 dans le combat contre le gorille, Kai se fait repousser. Kai a juste eu le souffle coupé, alors il n'y a aucun moyen qu'il puisse continuer à se battre, mais heureusement, Moloch était satisfait de son combat. Il tend la main pour aider Kai à se relever, et comme il a pris Kai en affection, il dit qu'à partir de demain, il entraînera Kai personnellement. Kai ne veut pas le faire, mais il ne peut pas refuser une offre du chef. José est impressionné que Kai ait pu tenir tête aussi bien contre son père, mais Zora ne semble pas aussi impressionné parce qu'il pense toujours que Kai est juste un roturier ordinaire. Cependant, José est déjà occupé à penser à sa prochaine session d'entraînement avec Kai. Après que Moloch parte, Manso et le reste des amis de Kai viennent vérifier s'il va bien, et une fois qu'ils savent qu'il va bien, ils se moquent de lui parce qu'il est coincé à s'entraîner avec Moloch. Avec José et Moloch qui réclament l'attention de Kai tout le temps, il n'a pas pu quitter le village pendant un moment, mais Taniki a enfin l'occasion de partir. Kai retourne à la vallée, et il est excité d'être de retour, mais ensuite il repère une maison où le feu est allumé, et il se met en colère parce qu'il pense que les Korors y ont emménagé malgré son avertissement que cet endroit était interdit. Cependant, quand il va voir qui a fait ça, il réalise que c'était juste Alu. Kai a interdit aux Korors d'entrer dans la vallée, mais Alu n'est jamais vraiment partie, alors elle ne brise aucune règle. En plus, elle a préparé le retour de Kai, alors elle sort une assiette de nourriture qu'elle a faite pour lui. Kai était sur le point de lui dire de partir, mais ensuite il voit la nourriture qu'elle a préparée, et soudain, ça ne le dérange plus qu'Alu reste dans la vallée. Alu lui demande s'il aime la nourriture qu'elle a faite, et Kai lui dit que c'est délicieux, mais à part le goût, c'est le plus gros repas qu'il ait jamais eu le plaisir de manger. Il aimerait presque pouvoir rester ici pour toujours parce que ses portions de nourriture au village sont généralement vraiment petites. Mais à la surprise de Kai, le lendemain quand il va à la cafétéria pour prendre sa nourriture de la journée, il reçoit une portion décemment grande. La dame lui dit qu'elle lui en donne plus parce qu'il a vraiment travaillé dur récemment. Kai est reconnaissant pour la nourriture supplémentaire, mais ses amis sont jaloux, alors il demande à la dame de la cafétéria pourquoi Kai est le seul à avoir un traitement spécial. Elle leur rappelle alors qu'ils ont paressé toute la journée, alors s'ils veulent plus de nourriture, ils vont devoir travailler dur pour ça. Pendant ce temps, de l'autre côté de la cafétéria, Elsa sert d'autres villageois, mais elle était si distraite en regardant Kai qu'elle a accidentellement mis un tas de nourriture supplémentaire dans l'assiette d'un type random. Alors maintenant elle doit le convaincre de la lui rendre. Dans les jours qui suivent, Kai continue sa routine de sortir furtivement du village la nuit pour vérifier la vallée, et pendant qu'il est là, il décide d'aider Alu à construire une maison, mais il n'y a aucun moyen qu'il puisse tout faire en un jour, alors la première chose qu'il fait est d'abattre un arbre avec sa lame d'énergie. Le lendemain matin, il retourne à Lag et passe la journée à s'entraîner avec José, et ensuite cette nuit-là, il retourne à la vallée pour continuer à construire. Il est affamé, s'habitue à aller et venir sans que personne ne le remarque, et il apprécie vraiment la vie dans les deux villages. Un jour, lui et ses amis ont pour tâche de déplacer un énorme rocher pour faire de la place pour de nouveaux champs, mais même avec tous leurs efforts combinés, ils ne peuvent pas le bouger du tout, et voyant que tout le monde a du mal, Moloch décide d'intervenir et d'aider pour aujourd'hui. Tout le monde lui fait de la place, alors Moloch attrape le rocher et commence à le soulever de toutes ses forces. Même pour quelqu'un d'aussi fort que Moloch, un rocher comme ça reste un énorme défi, mais après quelques secondes, Moloch réussit enfin à sortir le rocher du sol et même à le soulever au-dessus de sa tête. Maintenant que le rocher est sorti du sol, cette terre peut enfin être labourée pour l'agriculture, et avec les champs supplémentaires, le village de Lag prospérera encore plus, alors Moloch est heureux. Voir Moloch comme ça motive Kai à devenir un bon porteur de gardien comme lui, alors plus tard cette nuit-là, pendant que Kai est dans la vallée, il commence à s'entraîner avec ses pouvoirs et essaie de faire pousser une fleur, mais peu importe combien d'énergie il y met, la fleur ne répond pas. Il est peut-être physiquement fort maintenant, mais il y a encore beaucoup que Kai doit apprendre avant de pouvoir se qualifier de vrai porteur de gardien. Le lendemain matin, Kai retourne à Lag, et normalement, personne ne se réveille aussitôt le matin, mais aujourd'hui, Kai tombe sur Elsa dans les champs de fleurs. Il lui demande pourquoi elle est debout si tôt, et elle explique qu'elle veut juste admirer les fleurs pendant qu'elles sont en fleurs. Kai n'a jamais vraiment fait attention aux fleurs avant, mais il admet qu'elles sont belles. Elsa dit que ces fleurs lui rappellent celles qui poussaient dans le village où elle et Kai ont grandi. Kai est confus, mais Elsa continue en parlant de comment, quand leur village brûlait, ils ont quand même essayé de sauver au moins les fleurs. Il faut un moment à Kai, mais il finit par se souvenir qu'Elsa faisait aussi partie de son village d'origine. Elsa est en colère que Kai ne se souvienne pas d'elle puisqu'elle était là avec lui quand le village a été détruit, mais pour la défense de Kai, il était vraiment jeune à l'époque, alors la plupart des souvenirs sont flous. Kai n'a peut-être pas fait attention à Elsa,
Mais elle a définitivement fait attention à lui, et elle trouve incroyable qu'il ait pu attirer l'attention de Moloch. Cependant, Kai lui dit qu'il a encore un long chemin à parcourir parce que comparé à Moloch, Kai est encore un faible. Il a encore beaucoup à apprendre s'il veut devenir plus fort parce que c'est la seule façon pour lui de survivre. Elsa se souvient que Kai a dit la même chose le jour où leur village a brûlé, mais la mémoire de Kai est encore un peu floue, alors elle explique ce qui s'est passé. Pendant que tous les villageois évacuaient, ils ont soudainement été attaqués par un singe, et aucun d'eux ne savait se battre, alors ils étaient condamnés à être massacrés. Cependant, Kai a couru sans peur vers le singe et a attrapé sa jambe. Bien sûr, Kai était bien trop faible pour vraiment blesser le singe, mais son courage a donné assez de temps à Moloch pour arriver et les sauver. Kai était soulagé que Moloch les ait sauvés, mais il était aussi frustré par le fait qu'il ne pouvait presque rien faire pour aider, alors il a juré qu'il ferait tout ce qu'il fallait pour devenir plus fort. Mais encore une fois, son serment ne veut peut-être pas dire grand-chose puisqu'il l'a oublié jusqu'à maintenant. Elsa lui dit que ça veut dire beaucoup pour elle parce que ce jour-là, même si ça n'en avait pas l'air, Kai a sauvé tous les villageois, alors à ses yeux, il sera toujours un héros courageux. Pendant ce temps, au milieu de la forêt, les singes et les orques se battent, et le général orc domine absolument la bataille. Même les porteurs de gardiens singes n'avaient aucune chance contre lui et ont été décapités instantanément. Avec ça, les orques ont revendiqué la victoire sur les singes pour ce territoire, et maintenant, leur prochaine cible est la vallée de Kai, et pour l'instant, Kai ignore complètement la menace imminente. Rien n'est encore arrivé à la vallée, alors Kai retourne à Lag, et le lendemain matin, il est assigné au garde-magasin. Là, il trouve un grain de blé par terre et se demande s'il peut l'utiliser pour faire des boulettes de riz, car il a vraiment envie d'en essayer. C'est alors qu'Elsa s'approche de lui et l'entend parler des boulettes de riz. Elle lui demande donc de lui expliquer ce que c'est. Kai ne sait pas vraiment comment l'expliquer, mais il sait que c'est censé être très savoureux, même s'il n'en a jamais mangé. Quelques instants plus tard, Manso arrive et dit à Kai d'arrêter de discuter avec Elsa et de retourner au travail, car ils ont encore beaucoup de sacs à déplacer. Kai s'excuse et prend plus de sacs, tandis que Moloch ordonne à tout le monde de se dépêcher de cacher les sacs de nourriture dans la cave avant l'arrivée de l'inspecteur. Ora s'approche de Moloch et lui demande s'il est vraiment nécessaire de cacher la nourriture à l'inspecteur, mais Moloch lui répond que les réserves alimentaires du village sont basses. S'il ne cache pas de la nourriture à l'inspecteur, les rations des villageois diminueront. Ora semble s'en moquer, car un peu de famine n'a jamais fait de mal à personne, mais Moloch, lui, se soucie du bien-être de son peuple et ne laissera personne mourir de faim sous sa surveillance. Kai et ses amis ne connaissent pas tous les détails, mais ils ont entendu qu'un inspecteur arrive des plaines centrales et qu'ils doivent cacher une partie de leur nourriture pour qu'ils ne la prennent pas toute. Ils ont aussi entendu dire que l'inspecteur est un porteur de gardiens encore plus puissant que Moloch, mais qu'il n'utilise pas son pouvoir pour des raisons nobles comme Moloch. Quelques heures plus tard, l'inspecteur arrive, alors on ouvre la porte pour lui, et Moloch sort pour l'accueillir. La première chose que fait l'inspecteur est de se plaindre du nombre de demi-humains dans la région, car il a été attaqué par des singes en chemin. Selon lui, il y avait une dizaine de singes, mais il a réussi à les repousser seul, donc il va bien. José est impressionné, car il faut une sacrée force pour vaincre 10 singes seuls, mais elle ne l'est plus quand elle le rencontre enfin. Gandalf ressemble à un crapaud, et la première chose qu'il fait est de l'insulter en la traitant de femme faible. Il insulte aussi Ora pour sa faiblesse et son manque de diligence à tuer tous les demi-humains de la région, et aucun des deux ne peut lui répondre. Quelques secondes plus tard, un autre homme franchit la porte du village, et Moloch lui demande s'il fait partie du groupe de Gandalf. Mais ce n'est pas le cas. L'homme se présente comme Nada et explique qu'il a été envoyé par le monastère de Maz. Il a simplement suivi le même chemin que Gandalf, c'est pourquoi ils sont arrivés en même temps. Gandalf inspecte le garde-magasin du village et est déçu, car il n'y a pas beaucoup de grains. En tant que collecteur d'impôts, Gandalf prend grand plaisir à prélever autant qu'il peut des petits villages, alors il demande à Moloch si c'est vraiment tout le grain que le village a stocké. Moloch jure qu'il ne songerait même pas à frauder les taxes et assure à Gandalf que c'est tout ce qu'ils ont. Il invoque comme excuse que le temps a été mauvais récemment, ce qui a limité leur récolte. Cependant, Gandalf décide d'utiliser le temps comme prétexte pour rester à Lag un moment, car il est suspicieux. Moloch n'a d'autre choix que d'accepter la demande de Gandalf, mais cela signifie qu'ils vont devoir subvenir à tous les caprices luxueux de Gandalf. José n'aime pas ça, mais Moloch lui dit qu'ils ne peuvent rien faire, car Gandalf est un inspecteur officiel, et s'opposer à lui revient à s'opposer au roi. Peu après, Kai se promène dehors quand il voit Nada s'occuper d'une tombe. Il le remercie de prendre soin des tombes, mais Nada répond qu'il ne fait que son travail de moine. Il a entendu des rumeurs sur Kai et c'est qu'il est soudainement devenu fort après avoir mangé une tonne de pierres de Dieu, alors il dit que la même chose lui est arrivée. Dans le cadre de son entraînement au monastère, Nada a dû manger beaucoup de pierres de Dieu, ce qui lui a permis de devenir très fort. Kai, intrigué,
demande à Nada si sa force est comparable à celle des porteurs de gardiens. Nada affiche alors fièrement son emblème divin, comme preuve de sa force. Kai est encore plus étonné, car il ne savait pas que Nada était un porteur de gardien, mais Nada lui explique que ce n'est pas le cas. Il a peut-être un emblème divin, mais il n'a jamais reçu de protection divine. Kai ignorait qu'il était possible d'obtenir un emblème divin sans protection divine, mais selon Nada, si on s'entraîne dur et devient assez fort, on peut potentiellement manifester un emblème divin. Pendant que Kai et Nada discutent, Gandalf vient de se faire servir un repas extravagant au château, mais il n'est pas satisfait. Le serveur explique que c'est le mieux qu'ils puissent faire avec leurs réserves actuelles, mais Gandalf s'en moque et exige plus de nourriture, même si quelques villageois doivent mourir de faim. À cause des exigences de Gandalf, les portions des repas des villageois sont devenues ridiculement petites, et ils ne sont pas contents. Ils souhaitent que Gandalf retourne déjà à la capitale pour qu'ils puissent recommencer à manger comme avant, mais ils ne peuvent pas le forcer à partir. Pendant ce temps, dans la chambre de Moloch, Nada a une réunion avec lui pour discuter d'un sujet sérieux. On a signalé un grand groupe d'orques, bien plus important que d'habitude, alors Aura craint qu'il ne s'agisse d'une invasion. Nada le rassure en disant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car le groupe n'est pas assez grand pour envahir le royaume humain, mais c'est tout de même une énorme menace. Nada aimerait donc poursuivre les orques, mais il ne connaît pas bien la région et demande si Moloch pourrait lui fournir de l'aide. Moloch comprend et dit qu'il organisera une escorte pour aider Nada dans sa mission de traquer les orques. Cette nuit-là, Kai retourne dans la vallée et a une mauvaise nouvelle pour Alu. Il a été choisi pour faire partie de l'équipe qui aidera Nada à traquer les orques qui rôdent dans la région, donc il ne pourra pas revenir avant la fin de la mission. Alu comprend, mais elle craint que Kai ne revienne jamais dans la vallée s'il part. Cependant, Kai la rassure en disant qu'il reviendra quoi qu'il arrive. Après tout, il est le porteur de gardien de cette vallée et a le devoir de la protéger. Kai sort ensuite de la vallée pour rencontrer Porik. Il explique qu'il va chasser un groupe d'orques apparus dans la région, et Porik suggère qu'il pourrait être là pour chercher le groupe que Kai a tué il y a quelques jours. Kai pense que Porik a peut-être raison, mais il ne croit pas que ce sera un problème, car il est prêt à affronter tout ce que les orques lui réservent. Le lendemain matin, Gandalf traîne toujours comme un fainéant tandis qu'une équipe est envoyée pour traquer les orques que Nada recherche. Aura et Moloch regardent l'équipe partir, mais Aura ne pense pas que ce soit une bonne idée d'avoir envoyé José. Normalement, Moloch aurait envoyé Aura, mais celui-ci doit s'occuper des singes qui auraient attaqué Gandalf en chemin. De plus, Kai est avec elle, et Moloch lui fait confiance, donc il est sûr que José ira bien. C'est alors qu'Elsa sort en courant de la porte, car elle a quelque chose à donner à Kai. Elle a fait de son mieux pour recréer les boulettes de riz dont Kai parlait en utilisant du blé, et elle aimerait qu'il les goûte. Kai la remercie pour ce cadeau attentionné, et, étrangement, regarder ces boulettes lui rappelle sa mère, même s'il a toujours été orphelin dans ce monde. Manso appelle alors Kai et lui dit de se dépêcher, alors Kai remercie encore Elsa et range les boulettes de blé dans sa chemise pour plus tard. Le groupe part ensuite, après avoir marché un moment, tombe sur une scène horrible. Des dizaines de singes et d'orques morts sont éparpillés partout, et Nada pense que les orques qu'ils poursuivent ont dû se battre avec les singes. Cependant, il y a beaucoup plus de cadavres de singes que d'orques, mais il semble que les orques ont gagné la bataille. Kai ne comprend pas pourquoi les orques feraient une chose pareille. José lui dit qu'il pourrait poursuivre la même chose que Nada, car elle a entendu sa discussion avec Moloch et Aura la nuit dernière, bien qu'elle n'ait pas saisi tous les détails. Nada s'approche, et comme Kai et José sont curieux, il explique qu'il est ici à cause d'une prophétie. Selon celle-ci, un dieu puissant est censé apparaître dans ces terres, et c'est le travail de Nada de trouver ce dieu et sa pierre tombale avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. On dit que l'espèce qui s'emparera du dieu acquérera un pouvoir incroyable, donc il ne peut pas se permettre que les demi-humains le trouvent en premier. Kai demande quel genre de dieu c'est, et Nada lui répond que c'est un esprit sauvage que personne ne peut contrôler. Il a un pouvoir insondable et est impartial envers le bien et le mal, un peu comme un arbitre. Après avoir entendu cela, et avec tout ce qui s'est passé dans la vallée, Kai réalise que le dieu que Nada cherche est peut-être lui, mais il ne peut pas leur dire. Le groupe continue à marcher, et, après un moment, arrive dans un village complètement en ruine. Kai pense que les orques ont peut-être un lien avec ça, et bientôt, Nada croit que c'est l'œuvre des orques. José se précipite immédiatement, car elle veut aider les villageois attaqués. Nada la prévient que ça pourrait être dangereux, mais elle ne peut pas ignorer des gens en détresse. Une fois dans le village, il découvre que beaucoup de maisons ont été détruites et qu'il y a quelques Yuzel morts par terre. Les Yuzel sont une espèce paisible et calme, donc ils ne sont pas hostiles envers les humains, mais celui qui a fait ça l'était définitivement. Kai repère une hache d'orque sur une clôture, alors tout le monde se met en garde et dit à José qu'il devrait partir avant que d'autres orques n'arrivent. Cependant, José pense que certains Yuzel ont peut-être survécu, donc elle ne partira pas avant d'avoir fouillé le village à la recherche de survivants. Nada pense aussi qu'il devrait fouiller le village,
surtout parce qu'il veut examiner la pierre tombale ici. Dans ce cas, Manso demande à Kai d'accompagner Nada pendant que les autres restent pour protéger José. Pendant que José et les autres traversent le village, ils discutent de l'étrangeté de la situation. Le village est complètement vide, mais les dégâts aux bâtiments sont minimes. Normalement, les orques causeraient bien plus de destruction s'ils attaquaient un village comme ça. C'est alors que José remarque du sang par terre, et la traîne mène à un hangar. Elle pense qu'il y a peut-être un Yuzel blessé à l'intérieur. Pendant ce temps, Kai et Nada entrent dans le sanctuaire du village pour examiner la pierre tombale de leur dieu. Il fait assez sombre, donc Nada décide d'utiliser son énergie spirituelle pour créer du feu, mais Kai le prévient de ne pas attirer trop l'attention, car il pourrait y avoir des orques aux alentours. Nada est surpris que Kai soit si calme, car la plupart des gens paniqueraient en voyant un homme créer du feu à partir de rien. Il se demande si Kai a déjà vu une technique comme ça, mais Kai ne peut pas vraiment expliquer qu'il sait aussi utiliser le feu, alors il dit simplement à Nada qu'il en a entendu parler dans une histoire. Bien que Nada ne semble pas vraiment le croire. De retour à la surface, José appelle la personne dans le hangar et dit qu'elle ne leur fera pas de mal, mais quand elle ouvre la porte, la seule chose qui en sort est un orque mort. Quant à Kai et Nada, ils ont enfin trouvé la pierre tombale, donc Nada sort un petit carnet et l'utilise pour traduire les mots inscrits. Pendant ce temps, Kai fait le tour pour sécuriser les alentours, mais à sa surprise, il trouve une fille Yuzel allongée par terre. Kai et Nada la ramènent à la surface, et avec la Yuzel, ils ont trouvé 3 cadavres d'orques au total. En voyant qu'il n'y a que 3 orques, Nada réalise que ce n'est pas la force principale des orques, et à en juger par les vêtements de la femme, il semble qu'elle était la porteur de gardien de ce village. Les autres sont surpris d'entendre ça, car les porteurs de gardiens féminins comme José sont rares, et selon Nada, la porteur de gardien des Yuzel a combattu seule tout du long. Les Yuzel sont, par nature, très faibles, donc normalement ils ne pourraient jamais espérer vaincre ne serait-ce qu'un seul orque, pourtant cette femme a réussi à tuer les 3 orques pour permettre à certains des siens de s'échapper, même si cela lui a coûté la vie. Savoir que d'autres porteurs de gardiens féminins peuvent accomplir de telles choses donne à José l'espoir qu'elle aussi pourra être assez forte pour combattre et protéger ce qui lui tient à cœur. Ils organisent un petit enterrement en l'honneur des Yuzel morts et de leurs porteurs de gardiens, mais il semble que la pierre de dieu de la porteur de gardien ait été prise, donc la protection de son dieu local a probablement été transférée à une autre personne. En parlant de dieux locaux, Manso demande à Nada s'il a trouvé ce qu'il cherchait dans le sanctuaire, mais le dieu ici n'était pas celui de la prophétie. Il n'y avait que 2 chemins après le champ de bataille des orques, donc si seulement 3 orques sont venus par ici, alors la force principale doit être partie de l'autre côté. Kai jette un coup d'œil à la carte et réalise que le chemin dont parle Nada mène droit à sa vallée. Il se porte immédiatement volontaire pour partir en éclaireur, car il ne peut pas laisser les orques envahir sa vallée. Nada trouve étrange que Kai soit si motivé, mais il décide de le laisser partir en éclaireur, alors Kai s'élance en courant. Pendant ce temps, dans la vallée, Porik et les autres Croraux viennent d'apprendre qu'un groupe d'orques se dirige droit vers la vallée. Porik sait que sans Kai, ils sont pratiquement condamnés, alors il dit à Ketchek de rassembler autant de gens que possible et de se cacher pendant qu'il affronte les orques. Il sait qu'il n'a aucune chance, mais en tant que porteur de gardien de son peuple, il ne peut pas rester là à les laisser se faire massacrer. Il compte donc les retarder et espérer que Kai arrivera à temps pour les sauver. Cette même nuit, Ora et ses hommes se rapprochent des singes qui ont été aperçus près de Lag, et à sa surprise, il y a tout un campement d'entre eux ici, et ils semblent se préparer à une attaque. Ces hommes suggèrent qu'ils devraient se regrouper avec le reste de leur escouade et revenir attaquer plus tard, mais Ora ne veut pas attendre aussi longtemps. Ces hommes essaient de l'arrêter car ils ne sont pas assez nombreux ici pour affronter tous les singes, mais Ora s'en moque. Ce serait une chose s'ils s'inquiétaient que les singes lancent une attaque pendant leur retraite, mais la raison pour laquelle Ora veut se précipiter dans ce combat est qu'il veut obtenir l'approbation de Gandalf. Heureusement, personne n'est d'accord avec lui, donc Ora finit par accepter de retourner à Lag et de se regrouper avant d'attaquer les singes. Pendant ce temps, l'autre groupe a établi un camp près du village détruit, et les amis de Kai se demandent s'il a réussi à trouver la horde d'or ou non. Ils ne peuvent rien faire jusqu'à ce que Kai revienne et leur indique l'emplacement des ors, mais cela fait un moment maintenant, donc ils commencent à s'inquiéter pour la sécurité de Kai. Joséès est particulièrement inquiète, donc elle se demande si elle aurait dû partir avec Kai. Elle envisage même de courir après lui pour essayer de le rattraper, mais les autres lui disent qu'elle ne peut pas faire ça, leur travail est de s'assurer que Joséès est en sécurité à tout moment, et Kai ne voudrait pas qu'elle se jette dans le danger sans raison. Nada s'approche de Joséès et lui dit qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter autant, car Kai est un combattant incroyablement capable, donc il ne mourra probablement pas là-bas. Quoi qu'il en soit, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est croire en la force de Kai, mais cela dit, Nada dit à tout le monde qu'il se dirige vers le sommet de la colline. Manso lui demande pourquoi il y va, donc Nada explique qu'il va prier pour le retour sain et sauf de Kai. Mais en réalité, il y va pour exécuter une technique spéciale qui lui permet de suivre ce que Kai fait.
Pour une raison quelconque, il a l'impression que Kai en sait plus sur le dieu de la vallée qu'il ne veut bien l'admettre, donc Nada commence à méditer, et 2 yeux lumineux apparaissent au-dessus de lui. Nada envoie ensuite ses yeux dans la forêt pour trouver Kai, et de son côté, Kai est en train de courir à toute vitesse pour atteindre la vallée avant qu'il ne soit trop tard. En chemin, il remarque une tonne d'empreintes d'or dans la terre, et il semble qu'ils se dirigent tous droit vers la vallée. C'est alors que Kai entend des bruissements dans les buissons, et quelques secondes plus tard, quelqu'un bondit et attaque Kai avec un couteau. Kai dégaine sa propre lame, il était prêt à poignarder son agresseur sur place, mais il réalise alors que c'était juste Ketchek. Le reste des Korors sort quelques instants plus tard, et Kai est soulagé que ce ne soit pas un ORC, mais il est aussi curieux de savoir pourquoi les Korors sont arrivés ici en premier lieu. Porik explique qu'ils ont entendu des ors approcher de la vallée, donc ils sont venus ici pour confirmer leurs mouvements et éventuellement les retenir. Cependant, Kai dit qu'il n'avait pas besoin de faire tout ça, il est le porteur gardien de la vallée, donc c'est son travail de la protéger. Mais Ketchek dit que lui et les autres Korors ont aussi le droit de défendre la vallée car ils ont construit leur nouveau village autour, donc ils ne l'abandonneront pas. Kai est heureux de savoir que les Korors resteront à ses côtés, mais c'est alors qu'ils entendent un bruit fort à proximité, et après enquête, Kai réalise que la bande d'or vient vraiment par ici. Malheureusement, le chef des Ors l'aperçoit, donc il va devoir se battre. Pendant que Kai risque sa vie, Gandalf est de retour à Lag, se goinfrant et gaspillant autant de nourriture des villageois qu'il le peut. Il brise irrespectueusement une assiette par terre et déclare que, en tant qu'inspecteur, tout le monde doit le traiter avec le plus grand respect. Sinon, il sera obligé de remettre en question leur loyauté envers le roi des humains. Elsa se baisse pour commencer à nettoyer l'assiette que Gandalf a brisée, mais Gandalf la regarde bien et réalise qu'elle est très jolie, donc il lui demande comment elle s'appelle. Elsa est un peu confuse quant à la raison pour laquelle Gandalf lui parle, mais elle lui dit son nom, et ensuite Gandalf exige qu'elle lui serve à boire. Elle sait exactement où cela mène. Et franchement, elle est dégoûtée par l'expression sur le visage de Gandalf, mais avec son statut, elle n'est pas en position de refuser une demande directe de sa part, donc elle ne sait pas quoi faire. Heureusement, Adilia intervient et place une nouvelle assiette de nourriture sur la table de Gandalf pour le distraire de toute avance envers Elsa. Elle lui sert ensuite à boire avec un sourire pour qu'il puisse demander à Elsa de le faire, et même Gandalf est surpris de la rapidité avec laquelle il a été repoussé. Peu après, Elsa remercie Adilia pour son aide plus tôt, mais Adilia dit que ce n'était pas grave. Soudain, Aura et son second reviennent, et Aura est clairement furieux de ne pas avoir eu l'occasion de combattre les singes, donc il crie pour que quelqu'un appelle son père afin qu'il puisse mobiliser une escouade plus grande pour les éliminer. Revenons à Kai, un des Ors est actuellement en train de le poursuivre, mais alors qu'il tente de frapper, Kai se retourne et le transperce la poitrine. Cependant, pendant que Kai avait le dos tourné, un autre ORC essaie de l'attaquer par surprise, mais avant que Kai ne soit touché, Ketchek l'a poignardé dans le cou. Jusqu'à présent, ils ont réussi à éliminer une bonne partie des soldats Zor, donc les autres Zor commencent à reconsidérer leur choix un peu. Mais soudain, leur chef arrive et commence calmement à marcher vers la ligne de front. Il affiche ensuite son emblème divin pour intimider Kai, mais bien que Kai ne trouve rien de spécial à cela, Porik reconnaît cet emblème, c'est l'un des Rigdaro. Kai n'a aucune idée de ce que Rigdaro est censé signifier, donc Porik explique que parmi les Ors, il y a 6 guerriers exceptionnels avec des dieux terrestres puissants. Ces Ors sont appelés les Rigdaro, et ils sont capables de bien plus que votre porteur gardien moyen. Kai avertit tout le monde de rester en arrière, car il va devoir y mettre toutes ses forces pour vaincre le chef ORC. Nada voit tout cela se produire, et il avait des soupçons auparavant, mais maintenant qu'il a vu l'emblème divin de Kai, il est certain que Kai est celui qu'il cherchait. L'ORC contre lequel Kai se bat s'appelle Adurken, et il sait parler la langue humaine, donc il dit quelque chose comme être surpris que le prédécesseur de Kai soit mort. Il n'avait entendu aucune rumeur récente sur le dieu de la vallée, donc c'était difficile à localiser, mais ensuite un de ses soldats a été éliminé par ici, donc il a décidé de les traquer, et effectivement, cela l'a mené au nouveau dieu de la vallée. Le dieu de la vallée commence à parler à Kai et lui dit de tuer l'ORC, mais Kai avait déjà prévu de le faire, donc il charge et essaie de le poignarder, mais Adurken bloque et contre-attaque, donc Kai est obligé de sauter en arrière pour éviter d'être touché. Il essaie ensuite de poignarder Adurken à nouveau, mais cette fois, Adurken le repousse simplement et traite Kai de faible. Kai réalise qu'il ne peut pas battre Adurken dans un affrontement direct, donc à la place, il se glisse entre les jambes d'Adurken et essaie de le poignarder par derrière. Mais même s'il a une cible claire, la peau d'Adurken est trop dure pour être percée, donc sa lance se brise. Cependant, Kai a encore un plan, donc alors qu'Adurken balance vers lui, il se baisse et envoie la pointe de la lance droit dans le flanc d'Adurken. Cela lui inflige enfin des dégâts, et les Korors sont excités car Kai pourrait vraiment gagner. Mais à la consternation de tous, la blessure d'Adurken se referme instantanément, et une fois debout, il plaque immédiatement Kai au sol. Ketchek demande si tous les porteurs gardiens sont capables de ça, mais Porik lui dit que ce qu'Adurken vient de faire n'est pas normal.
En fait, il commence à craindre qu'Adurken soit immortel. Adurken soulève Kai tandis que les autres Zor l'encouragent, et il traite Kai de piètre excuse de Dieu. Kai essaie de se libérer, mais avec la prise d'Adurken sur sa gorge, le corps de Kai finit par s'affaisser. Adurken dit à Kai qu'il va prendre plaisir à lui prendre tout ce qui lui est cher. Après avoir tué Kai, il va envahir la vallée et tuer tout le monde là-bas juste pour s'amuser, mais Kai refuse que cela arrive. Il rassemble autant de force qu'il peut et attrape le bras d'Adurken avant de le brûler avec du feu, et la douleur de la brûlure fait qu'Adurken jette Kai au sol. Kai est maintenant debout, donc il peut continuer à se battre, et les flammes semblent assez efficaces contre Adurken, donc Kai augmente la chaleur et envoie encore plus de flammes sur Adurken. Cependant, cette fois, Adurken ne brûle pas, à la place, il traverse le feu et envoie Kai valdinguer. Les autres ne comprennent pas comment Adurken a pu survivre à ce mur de feu, donc Adurken explique que l'esprit de son dieu le protège toujours. Le dieu d'Adurken lui accorde la capacité de guérir ou d'annuler toute attaque qu'il peut comprendre, et maintenant qu'il connaît l'astuce du feu de Kai, cela ne fonctionnera plus sur lui. Kai est à court d'options et d'armes, donc il sort son couteau et prend une position défensive, mais il n'a aucune idée de ce qu'il est censé faire ici. Aucune attaque physique ne fonctionnera, et la magie est pratiquement inutile contre Adurken maintenant, donc tout ce que Kai peut faire, c'est espérer le meilleur. Il essaie de poignarder Adurken sur le côté, mais le couteau se brise au contact, donc maintenant il est vraiment à court d'options. Il est ensuite envoyé au sol par Adurken, et Kai commence à avoir l'air d'avoir perdu la volonté de se battre. Les Korors sont vraiment inquiets car la bénédiction d'Adurken est trop forte pour que Kai la surmonte, et Nada craint que si Kai meurt ici, alors le pouvoir du dieu de la vallée ne tombe entre les mains des demi-humains. Adurken regarde Kai avec mépris et le traite de honte, lui, un dieu. Kai se creuse la tête pour trouver quelque chose à faire car, à ce rythme, la vallée et tous ses habitants vont être détruits. C'est alors que Kai lève les yeux et aperçoit les boulettes de riz qu'Elsa a préparées pour lui, et voir ces boulettes de riz lui rappelle toutes les connaissances d'un autre monde qu'il possède. Il se souvient soudain qu'il a encore une astuce dans sa manche, et c'est grâce au cadeau d'Elsa. Adurken se tient au-dessus de Kai et lui demande moqueusement s'il est prêt à accepter son sort, mais Kai planifie simplement son attaque. Le pouvoir du dieu d'Adurken lui permet d'annuler les dégâts de toute attaque qu'il comprend, mais cela ne s'applique qu'aux choses que les gens connaissent dans ce monde. Kai ne comprend pas grand-chose à ces atomes et molécules dont il se souvient, mais il est certain que ni Adurken ni son dieu n'en ont jamais entendu parler, donc il ne devrait pas pouvoir annuler une attaque de la lame d'énergie fendant les atomes de Kai. Alors qu'Adurken lève sa hache avec confiance pour écraser le crâne de Kai, Kai se précipite en avant, et avant qu'Adurken ne réalise ce qui se passe, Kai utilise sa lame d'énergie pour trancher entre les atomes d'Adurken et lui sectionner complètement le bras. Adurken n'a aucune idée de ce qui s'est passé, et les Korors sont tout aussi confus car ils pensaient que la bénédiction d'Adurken le protégeait de tout mal, mais Adurken vient clairement de perdre un bras, donc Kai a dû faire quelque chose de différent. Adurken refuse de croire qu'il est en train de perdre, donc il charge à nouveau vers Kai, mais ce n'était clairement pas un mouvement intelligent, car Kai lui tranche la poitrine, et en quelques secondes, Adurken s'effondre au sol et rend son dernier souffle. Nada a vu tout cela se produire, et il est émerveillé par ce dont Kai est capable. Non seulement il peut utiliser la magie du feu, mais il était aussi capable d'utiliser une magie que Nada n'a jamais vue auparavant, donc il va être prudent. Pendant ce temps, de retour au village en ruine, Manso monte la garde près de Josées quand soudain, elle s'effondre au sol. Manso panique car il n'a aucune idée de ce qui ne va pas chez elle, mais ensuite lui et les autres voient une blessure à sa jambe, et elle a l'air plutôt grave. Pendant ce temps, de retour dans la forêt, Kai vient de prendre la pierre divine d'Adurken, et les autres Zor regardent avec une déception totale sur leur visage, mais ils savent qu'ils n'ont aucune chance contre Kai, donc ils gardent leur distance. Kai boit la pierre divine d'Adurken, et parce que le dieu d'Adurken était si puissant, le pouvoir que Kai reçoit de la pierre divine est incroyable. Son énergie commence à rayonner vers l'extérieur, et elle est si puissante qu'elle effraie tous les Zor, et Kai a vraiment de la chance que les Zor aient été effrayés car un moment plus tard, il s'effondre au sol inconscient à cause de tout ce nouveau pouvoir. C'était la fin de l'épisode 6. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.